E te ti ati ae a ti hau hauwe. E te pupa hue a ti hau hauwe. Ti hau mai te tau e patau ama fatui ti vera vera e. Ti hau mai te tau e patau ama fatui ti pau pauwe. E aha te ahu e tutu. E he tutu tia po, e he tutu te tite, tutu rai, tutu e, tutu haa, tutu tia a urui, atorihi ana te tawai. E hau uno te ari, hi. E hau uno te ari, ha. E aha te ahu tutu. E he tutu tia po, e he tutu te tite, tutu rai, tutu e, tutu haa, tutu tia a urui, atorihi ana te tawai. E hau uno te ari, hi. E hopu puno te ari, ha. Wa rutua pahuwe, rutua potra uta irito ore tuweng arahi tutu harai e tutu wae. Te ti hau hau ne yawe, hi. Te ti hau hau ne yawe, ha. Wa rutua pahuwe, rutua potra uta irito ore tuweng arahi tutu harai e tutu wae. Tamura tamura ne yawe, hi. Tamura tamura ne yawe, ha. Alors elles sont de deux ordres, d'ordre traditionnel et puis classique, enfin, c'est-à-dire scolaire. Alors au niveau traditionnel, c'est vraiment la source d'inspiration la plus importante, puisque j'ai une culture de l'oralité, des textes anciens, de la poésie ancienne, des récits des lieux, des récits des anciens. Et puis, alors, c'est sûr qu'à l'école, surtout à l'école primaire, je me suis rendu compte en écrivant que ce qui remonte comme souvenir d'extraits de textes d'auteurs anciens, dont on ne parle, peut-être dont les jeunes d'aujourd'hui entendent moins parler. Je ne sais pas si on enseigne toujours Victor Hugo, ou Hermann Chatrian, ou Hector Malot dans les établissements scolaires, mais c'était des auteurs comme ceux-là qui, je me suis rendu compte, ont laissé quelques traces. Les poèmes de Victor Hugo, et je crois même que celui-ci, lorsque j'étais donc à l'école primaire, faisait un peu office de grand-père. Sa relation avec ses enfants et donc avec sa petite fille Léopoldine était assez prégnante pour les jeunes comme moi qui n'avaient pas connu leurs grands-parents. Ma grand-mère maternelle, la seule que j'ai connue, est décédée quand j'avais 6-7 ans. Donc, alors, bien sûr qu'après, au lycée, au collège, pas grand-chose, enfin pas beaucoup d'auteurs. Je ne sais pourquoi, mais j'essaie de passer en revue rapidement les cours de français que nous avons. Il n'y avait pas de bibliothèque, donc il n'y avait pas de lecture en fait. Et en termes de lecture, alors dans l'adolescence et après, ce sont finalement les journaux, c'est étonnant, hein, les journaux, les revues comme Marie-Claire, comme Match, comme Elle, comme Sélection, c'était cela que nous lisions. Et j'avais des complexes parce que ma culture est aussi tirée de là, la culture de façon générale et bien sûr littéraire, jusqu'au moment où en 2002 j'ai entendu quelques auteurs antillais déclarer au cours d'un repas que leur culture de base c'était comment on appelle les dessins, pas les dessins animés, comment on appelle ça, ces petites revues enfin, que les jeunes lisent là sur, je n'ai pas les textes, mais je vais dire comme ça en passant de quelque chose de plus récent, comme les Tintins, comme les Picsou, etc. Voilà. Et en fait, tout ce qui fait
mot, qui fait écrit, qui fait texte, qui fait récit, finalement nous forme d'une façon ou d'une autre, que ce soit par l'oralité ou par l'écrit. Alors au lycée, c'est sûr qu'on va aborder les grands classiques, comme tout le monde, obligatoires. Hein, les poètes, c'est vrai que les poètes ont beaucoup marqué. Hein, Ronsard, du Bellay et tous les autres, Marot. Et c'était aussi la première confrontation véritable avec la littérature française. Bon, mais un peu dur, puisque c'est une culture tout à fait autre. Et il fallait entrer dans ce monde. Et quelque part, nous sommes un peu marqués pardon, de nos générations par ce monde. Et on devient finalement un peu anachronique par rapport à ce qui suivra, puisqu'on n'aura pas la culture littéraire du reste des jeunes de notre époque. C'est ce que j'essaierai de rattraper lorsque je viendrai passer ma terminale en France, à Montpellier, où je me rendais compte du fossé entre mes camarades et moi. J'allais dire, une bonne partie de mon argent de poche passera dans l'achat de livres les mercredis après-midi et le samedi quand je vais sortir de l'internat l'après-midi. Et ça sera pour lire sans même comprendre souvent. Et ce que je lisais des auteurs, parce qu'il y avait le bac de français et puis il y avait la philo qui continuait, donc en philo puisque j'étais en bac philo. Et ce sont aussi tout cela que j'ai emmagasiné, que qui vont remonter au cours du temps. Oui, alors donc pour finir ce tracé dans le temps des influences littéraires, eh ben, je parlerai de la littérature espagnole qui est en fait celle que je connais mieux que la française. Ouais. Et ben parce que bon, il y avait un enjeu et il fallait s'y mettre. Et également, finalement, j'ai trouvé une certaine liberté d'expression, surtout dans la poésie espagnole. Et puis j'aimais beaucoup cette idée de ces auteurs de la génération de 98 qui parcouraient les villages à la redécouverte de leur histoire, en fait, de leur propre culture. Ces jeunes intellectuels qui parlaient aux paysans, qui racontaient leurs rencontres, des choses simples, et qui vont donc tous ces récits de traversées, de voyages qui vont constituer les premières œuvres d'auteurs espagnols contemporains. Et pour ce qui est de tes influences littéraires aussi, mais concernant les orateurs traditionnels? Oui, ça c'est vrai que c'est la base, je dis que c'est ce qu'il y a au fond de moi sur laquelle vont venir s'ajouter les autres strates. Alors ça c'est très jeune puisque la famille de mon père est une famille d'orateurs, de dépositaires de connaissances, même d'une grande partie de la presse, enfin, de Tahiti, enfin, de 8 districts au moins, ce qui forme l'alliance des Teva, du clan des Teva. Et c'était donc de tradition qu'un membre de la famille compose les textes qui racontent l'histoire de la terre, les noms des terres, les hommes du lieu, l'environnement, les événements, tout ce qui est vivant en fait, et qui font le quotidien des gens et également le passé, l'histoire des gens du lieu. Et ça fait partie, dans ce qu'ils composaient dans leur tête, c'était différents genres poétiques, dont justement le poème de célébration de la terre, et qui sont chantés de façon traditionnelle dans les taravas et par l'ensemble du district. Aujourd'hui on appelle ça des communes. Et eh bien c'est vrai, c'est tout cela que l'on porte en tête. Ouais.
Et puis bon, les généalogies, puisque c'est lié aux hommes, hein, et voilà. Bon, il y a un lieu, c'est le lieu où je suis née, le lieu où j'ai grandi, le lieu qui m'a accueilli en fait, dans le lieu dans lequel je suis enracinée par ce rituel symbolique du cordon ombilical et même du placenta qui est enterré dans la terre, qui est une tradition polynésienne après la naissance des enfants, que le placenta soit enterré en terre. Et je me suis demandé pendant un temps pourquoi j'y retournais souvent par la pensée. Ma mère elle-même, sur son lit de mort, dans ces moments d'hallucination, elle avait dit, mais oh la pauvre Flora, elle s'en va, elle s'en retourne seule au Whenua Echere, c'est-à-dire là où nous avons vécu. Et je me dis pourquoi elle dit une phrase pareille et pourquoi effectivement quand j'écris, bien j'ai la tête pleine d'images de ces lieux de vie. Et alors après je me suis souvenue de ce rituel effectivement d'enracinement des hommes dans leur terre par à la naissance, par ce placenta et ce cordon ombilical que l'on enterre. Ouais. Donc c'est vrai, alors je vais pas sortir des falaises, des îlots, de la mer, des récifs, comment dire, de la source, de tout, ouais. Et j'en tire chaque fois finalement tout ce que j'écris, ouais. C'est quelque chose d'infini, ouais. Est-ce que tu te rappelles de ton premier jour d'école? Oui, et même avant. Parce que je suis allée à l'école assez tard, parce que vivant au bout de l'île, dans cette partie de l'île de Tahiti où il n'y a pas de route, donc il y a un village, et puis il y a la partie qu'on appelle Whenua Echere, c'est-à-dire la terre de la brousse, là, et vers laquelle on se déplace uniquement par la mer en pirogue. Nous n'avions pas la possibilité d'être amenés à l'école. Mes frères et sœurs aînés ont dû être mis en pension chez ma grand-mère maternelle de son vivant. Et puis arrivé à ma sœur et moi, elle était décédée et donc il n'y avait pas possibilité de nous mettre à l'école. Et c'est un peu le hasard, une sœur de mon père a rencontré ma mère au marché, elle lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous allez faire de ces deux petites filles? Est-ce que vous allez en faire donc une Camille, ma cadette, sœur Camille, qui n'a pas fait de longues études parce qu'elle ne voulait pas vivre éloignée de nos parents et détachée, enfin éloignée du lieu de Temotoi à Whenua Echere. Donc ma mère a dit, ben oui, nous ne savons pas où les mettre. Et donc elle a dit, ben si vous voulez, eh bien je pourrais les accueillir. Et alors bon, je demande à mon mari, enfin à Tiraï, qui était leur nom de mariage. Et c'est comme ça que j'ai été placée, j'avais plus de 9 ans chez elle pour aller à l'école. Alors c'est un souvenir fort parce que je ne savais pas ce que c'était que l'école. Je ne connaissais de lieu de rassemblement des gens que le temple. Et alors j'imaginais que l'école ça devait être comme au temple, avec des bancs dans lesquels on s'adosse et puis on écoute d'autres parler. Donc je restais assise près de ma mère qui cousait tout mon trousseau en fait pour aller chez ma tante, les robes, les culottes et tout ça, quoi. Et les chapeaux, parce qu'en fait, on était chapeautés quand on allait à l'école contre le soleil, ou bien le chapeau, ce port de chapeau va continuer du primaire jusqu'au lycée, ouais, obligatoire. Ouais. Et donc je rêvais pendant qu'elle faisait qu'elle préparait mon trousseau. Bon, également, elle m'avait dit, eh bien, je vais utiliser l'épargne qu'ils avaient faite peu à peu, mes parents, surtout ma mère,
c'est ma grand-mère maternelle qui avait, pour chacun de ses petits-enfants, avait une petite bourse. Et donc à chacun de ces passages, elle glissait un petit billet. Et les billets étaient gardés là-dedans. Et donc j'avais ma bourse à moi. Et bon, ma mère disait qu'il y avait suffisamment de quoi justement m'acheter des tissus qu'elle allait elle-même coudre, puisqu'elle cousait tout pour nous. Et alors c'est vrai que j'arrive à l'école, moi je ne me voyais pas grande, mais j'entendrai cela, on va dire combien, près de 30, non 20 ans après, près de 30 ans après, de mon ancienne institutrice, lors d'un événement dont elle va tenir le discours, en ce qui me concerne, et elle va dire, je ne peux pas oublier, elle va dire, je me souviens de cette grande, oh, je sais pas gringaler, mais bon, presque, qui arrivait à l'école, je me disais qui elle est, qu'est-ce qu'on va faire d'elle, quoi. Alors je devais être, effectivement, j'étais longiligne et maigre, mais là je ne me rendais pas compte, mais c'est vrai que je sentais la pression des jeunes autour de moi. Il y avait un petit, on reconnaît bien ceux qui ne sont pas du lieu, qui ne sont pas comme les autres. J'avais l'impression que je faisais pas tâche, mais enfin pas que je n'étais pas à ma place au milieu des autres. Mais j'étais dans le district de mon père. Et dans la commune de mon père, et ma tante c'était elle qui nous initiait aussi. Dès le soir, après nos devoirs, c'était au lit, avant de nous endormir. Elle nous parlait de la famille, des photos qu'il y avait dans la maison familiale. Elle nous parlait des liens avec les gens, les relations. En fait, elle nous faisait la généalogie familiale, pour nous dire, attention, lorsque vous rencontrez telle personne, il faudra saluer de telle manière, telle autre, parce que c'est ma cousine, c'est mon oncle, c'est le grand-oncle, enfin, etc. Et ça a telle position, donc telle attitude, voilà. Et alors c'est tout cela qui nourrissait. Et c'est vrai que quand viendra le temps de prendre la suite des orateurs de la famille, eh bien, j'avais déjà une partie de ce qu'il y a à faire et à ne pas faire. Et puis ensuite, ce sera pas suffisant comme apprentissage. Il faudra aller à la rencontre des anciens, et c'est ce que je ferai aussi en revenant de France. Ce sera mon travail dès mon retour en 68, jusque dans les années fin 70. À un moment où on ne parlait pas encore de revendications culturelles, de peuples, on commençait à peine à l'ONU à parler de défense des peuples minoritaires, de leur culture, de leur langue. Mais c'était pas dans la société, c'était pas encore quelque chose d'accueilli, puisque dans les rencontres que nous avons, les réunions que nous allons organiser en tant qu'anciens étudiants pour préparer les futurs étudiants, parce que nous formions un peu la première génération de Polynésiens à avoir fait des études en France. On savait les difficultés d'adaptation, sur le plan administratif et autres. Et donc nous voulions préparer les jeunes qui allaient partir après nous. Et moi j'avais déjà, puisque je travaillais dans le domaine de la culture, j'incitais les jeunes à faire des études d'ethnologie, de linguistique, des choses comme ça. Et pour dire à quel point c'était pas encore dans l'air du temps, hein, ces questions d'intérêt pour la culture, pour les peuples autochtones. L'un de nous, pourtant très ouvert, m'avait dit, Flora, arrête de parler de culture polynésienne, ça n'a pas d'avenir, tu sais bien que ça n'a pas d'avenir. Et c'est vrai que quelque part, je me suis dit, bon, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, et pas sur les mêmes rails, et que donc ça sera un chemin solitaire, et ça me convenait parce que j'étais libre de faire ce que je veux comme je veux, et de penser surtout comme je veux aussi. Y a-t-il un parent proche qui t'a marqué? Oui, alors la première personne qui me vient à l'esprit, c'est ma grand-mère maternelle, oui. Que j'ai perdue tôt, hein, elle est partie plutôt tôt, hein, elle nous a laissés tôt. Et c'est sa douceur,
sa bonté, enfin, comme toutes les grand-mères. Et donc c'est quelque chose de doux en moi. Quand je parle de ma grand-mère, c'est quelque chose de chaud, de bon qui m'envahit là, voilà, même maintenant. Ouais. Et ça c'est quand même important parce que c'est finalement, c'est peut-être l'expression même de l'amour. Ou sinon de ma sœur aînée. Bon, c'est sûr que j'ai des attaches très fortes hein, avec ma famille, avec ma mère, avec ma sœur aînée, surtout avec mon père, enfin avec ma jeune sœur, en fait avec tout le monde. Hein. Et maintenant sur le plan de la culture, alors c'est cette femme qui m'a initiée, alors personnellement formée à la poésie traditionnelle, à la composition traditionnelle, c'est Huaripovhenia de Papara. C'est-à-dire qu'en 1970, quand je vais venir voir mon oncle, parce qu'il faut passer par des personnes pour être présenté, pour être introduite, d'abord lui-même était un érudit aussi, il était surnommé Mirabeau parce qu'il faisait des grands discours. Il m'avait dit, va voir Huaripovhenia, ouais, et tu vas voir de ma part. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est vrai que ça a été une rencontre marquante, ouais. Et donc dans la manière dont je vais composer mes textes aussi vient en grande partie d'elle, enfin de la formation qu'elle m'avait donnée, ouais. Et d'ailleurs, je prendrai sa suite aussi en tant que compositrice des textes de Papara, enfin des poèmes de Papara. Ouais. Actuellement, nous vivons depuis 68, donc ça fait déjà depuis notre arrivée en Polynésie, à Fa'a'a, qui est donc la commune du président actuel du gouvernement, hein, Oscar Temaru, dont il est le maire. Et c'est aussi la commune de la famille de mon père. Mon père, par son père et par sa mère, est issu de Fa'a'a et de Papara dont je parle. Et donc sur une terre donc, que nous avons achetée, un petit terrain proche des terres familiales de mon père, des ancêtres de mon père, bon, lesquelles terres ont été, pour des tas de raisons qui n'auraient pas dû être, vendues aux enchères, parce que mes grands-parents étaient des orphelins et confiés à un tuteur qui a cru bon de se défaire de ces biens-là, ouais, de tous les biens des ancêtres de mon père. Donc, je me sens du lieu. Les gens quand ils connaissent, quand ils savent comment je m'appelle, je dis bon, vous êtes de là, oui, nous sommes de là. Mais je n'ai pas écrit je n'écris pas de texte sur Fa'a'a parce qu'il y a d'autres gens qui le font. Donc je ne viens pas en concurrence, ouais. Et je les respecte. Mais étonnamment, lorsqu'ils chantent la commune de Fa'a'a, ils chantent tous les quartiers, sauf le nôtre. Et ils s'étonnent, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas l'histoire de ces lieux? Et ben, oui, parce que l'histoire est dans notre famille. Voilà. Et donc, ça viendra peut-être un jour. Ouais. Alors, c'est un quartier, là où nous sommes, c'est un quartier populeux. Donc, nous sommes, je suis au milieu des gens des gens courageux, mais bon, qui avaient des difficultés quand nous sommes arrivés. Et peu à peu, nous avons vu que le cadre de vie évoluait. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est la commune où il y a l'aéroport. Donc on est en contact direct avec le monde aussi, hein, avec le monde moderne, et puis en contact direct de ce fait aussi avec toutes les fractures conséquentes à ce contact, c'est-à-dire que c'est une commune malheureusement où il y a beaucoup de problèmes sociaux aussi, donc difficiles à développer.
mais les gens développent aussi des compétences pour se maintenir. Ouais. Alors ça, c'est la grande question depuis un moment. C'est justement d'essayer de tirer tous les fils de tout ce que j'ai écrit, ou dans tout ce que j'ai écrit, pour essayer moi-même de comprendre ce qu'il en est de ce que j'écris, justement. Alors, pour l'instant, ce ne sont que des fragments. Alors, ouais, mais ça n'empêche que je me rends compte, c'est vrai que ça tourne beaucoup autour de la question de la culture, la question de l'écriture, donc du passage de l'oralité à l'écriture, autour de la transmission, autour du rôle de la femme, dans la femme, du rôle culturel de la femme, dans la transmission de la culture. Et je crois que ce sont les grands thèmes. Ouais. Et alors après, la façon de les aborder, de les exprimer, alors ça sera en faisant appel à la terre, en faisant appel au nom, qui sont les deux éléments constitutifs de l'homme polynésien. Et donc, ce sont des... donc on peut avoir l'impression, mais je pense qu'il en est de tous les auteurs, que je tourne autour des mêmes questions, ça c'est vrai, et que le vocabulaire aussi est récurrent, je me rends compte moi aussi. Donc c'est pas très riche, pas très varié, bon mais c'est comme ça. Et puis en fait j'ai à mener cette réflexion effectivement pour me comprendre moi-même en fait aussi. Parce que par exemple j'écris beaucoup de poèmes, mais je crois que la poésie n'est pas je veux dire, le lectorat n'est pas forcément sensible à la poésie. La poésie en langue tahitienne, traditionnelle, ou la poésie en langue française libre. Et donc, je me rends compte, ce sont surtout les romans que les gens recherchent. Ouais. Alors, peut-être il y a une formation aussi. Hein. La littérature, c'est d'abord le roman, après le théâtre, et seulement après la poésie. À mon sens, ce serait plutôt l'inverse. Ouais. On commence par la poésie, toute littérature commence par la poésie, commence par des petites scénettes, avant donc des textes que l'on dit, avant d'arriver à l'écriture de romans, de grands et de philosophie. Ça, c'est aussi ce que va m'apprendre En fait, pour dire cela, je n'ai pas vraiment inventé, je me base sur l'histoire de la littérature, en Espagne, par exemple. Et je pense que c'est la même chose en France. Parce que je crois que la littérature a été enseignée tardivement dans les écoles aussi. C'est pas aussi... Je crois que c'est seulement au XIXe siècle que la littérature est enseignée dans les établissements scolaires. Ouais. Donc, pour revenir à cette question de ce que j'écris, donc j'ai voulu m'essayer au roman. Et alors, je me suis rendu compte au bout de 100 pages que, d'abord, je voulais m'essayer au roman sans trop savoir ce qu'il en est, c'est pas de ma sensibilité, donc de tourner autour des questions. Et en fait, je me rendais compte qu'au fond même de mon roman, eh bien, il n'est question que d'écriture, que de l'écrit, que des mots, que des choses de cet ordre-là. Autrement dit, je suis en train d'écrire depuis 4 ans le roman du roman qui est en fait qui aborde la question des difficultés de l'écriture, d'entrer dans le roman, d'en parler et de trouver les mots pour le dire, de la réaction des mots par rapport à ce qu'on veut leur faire dire dans un cadre qu'on veut leur prédéterminer, prédéfinir.
et je veux dire, même de la révolte des mots qui n'acceptent pas. Alors du roman qui dit moi je vais m'écrire à la place de l'auteur, enfin, et puis il se rend compte que c'est pas aussi évident non plus, alors il essaye de s'entendre avec l'auteur, il dit bon on va peut-être faire une association, bon, mais le problème c'est que dans ce cas-là, eh bien, c'est plutôt du roman, alors l'auteur a dit bon mais on va pas tellement parler du romancier, hein, mais plutôt du roman lui-même. Donc c'est lui qui est gagnant dans l'histoire. Enfin, il y a plein d'histoires là-dedans. Et je me dis, et j'ai arrêté en me disant, c'est vraiment pas je veux dire, je me sens pas à l'aise. Mais il faudra quand même que je finisse ce roman pour qu'il soit dit qu'un jour j'ai écrit un roman. Voilà. Mais tu as commencé par publier de la poésie. Oui, je n'ai publié que cela, ouais. Ouais. Et des essais. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, mais oui. Tes deux livres, oui, sont des livres de poésie. Ce sont des livres de poésie, oui, c'est vrai. En fait, moi je dirais de composition poétique, parce qu'on parle de composition poétique de façon traditionnelle, alors donc c'est ce qui me vient davantage que le mot poésie, qui en français pour moi se réfère aux grands poètes classiques français. Et là, je n'ai rien de cela. Je ne travaille pas selon l'art poétique de Boileau, donc je garde ma liberté de navigation sur l'eau, en pirogue, entre la brousse et le village. Est-ce qu'il y a pour toi, est-ce que c'est un processus créatif différent d'écrire de la poésie et pour qu'elle soit publiée et d'écrire les compositions pour la commune de ton père? Est-ce que ce sont deux processus différents ou ils se rejoignent? Alors on peut avoir l'impression, enfin moi-même, hein, je crus que c'était deux domaines différents. Ouais. La création poétique traditionnelle. En fait, ce qui change, c'est le thème finalement, c'est le sujet. Mais ensuite, l'expression, la création, ouais, est la même. Et cependant, quand même, je peux dire que je trouve beaucoup plus riche ce que j'écris en tahitien en termes de création, parce que je peux mieux faire rythmer, résonner les mots que je ne peux le faire en français. Ouais. Donc en français, c'est un défi pour moi. Ouais. C'est vraiment une difficulté contre laquelle je cogne ma tête, mon franc, quoi, pour essayer de repousser les choses. Ouais. Alors peut-être qu'en français, je chercherais plutôt à ce que ça coule, que la langue coule davantage, ouais, et soit libre, parce qu'il y a aussi une question de liberté par rapport à la création, de liberté par rapport à la langue française qui est une contrainte, puisque ça n'est pas ma langue maternelle. Et c'est une langue qui m'a posé, c'est la langue de l'échec, avant que... Voilà, en fait, en écrivant en français, je suis en train d'effacer mes années d'échec en français, voilà, à l'école. Et donc, je veux quelque chose qui coule, qui ouvre, qui libère en français, alors que c'est vrai que je respecte davantage si je peux dire comme ça, le classicisme du traditionnel, ouais. Et bien que, même à l'intérieur de ces compositions poétiques en tahitien, j'y intègre des choses nouvelles dont peut-être les gens d'aujourd'hui n'ont pas forcément conscience. C'est-à-dire qu'en plus de chanter la terre de façon traditionnelle, la terre, les hommes et tout, c'est aussi de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc souvent, année après année, ces compositions
portent aussi des traces de l'histoire d'aujourd'hui. Voilà. Et finalement, je pense peut-être en disant cela, faire œuvre transgressive ou originale, mais en réalité, je pense que les anciens faisaient de même. Ouais. Ce que l'on dit, ce que l'on écrit, c'est bien sûr à partir de soi, mais en même temps avec ce qui se passe autour de soi. À quel âge vous avez commencé à apprendre le français? Quand je suis allée à l'école, et en fait on ne nous a pas appris. On a fait comme si on savait parler français. Et oui, c'est ça la grande question. Et c'était interdit de parler tahitien, donc je veux dire l'écriture c'est aussi pour sortir d'un certain enfermement, du silence, du mutisme, l'écriture. Et parce que justement on ne pouvait pas parler. L'éducation fait qu'on ne doit pas parler, puisqu'il n'y a que quelques-uns qui ont droit à la parole, ouais, ou parce que la parole se transmet, on ne la prend pas, on vous la donne. Ouais. Et là, chez les orateurs, hein, il y a un protocole très... Ouais. Et enfin, c'est le protocole que l'on voit encore aujourd'hui dans les discours, je veux dire, officiels. Hein. Le président, il ne parle pas à n'importe quel moment, voilà, etc. Et donc, oui, on ne parlait pas français. Ouais. Bon, je ne parlais que tahitien. Et enfin, pour dire, à l'école, justement, je me souviens de la première récitation que l'on nous avait apprise, je ne comprenais pas les mots qui se disaient. Alors j'essayais de raccrocher à des choses que je connaissais un peu, mais ça donnait des trucs qui n'avaient pas de sens. Ça, c'était au primaire, en CE2. Mais même en 6e, j'avais le professeur de sciences physiques. Alors, il s'est trouvé que, malheureusement, le professeur de leçons de choses, enfin, donc de sciences de la vie, comme on dit maintenant, était du Midi. Et ça donnait, on parlait des poids et mesures, elle nous parlait des poids, les poids. Et moi, les poids, je ne savais pas ce que c'est, sinon que ça sonnait comme les poids, qui sont les cochons. Et je me dis, mais que viennent faire les cochons dans mon texte? Alors, à côté, dans ce texte-là, quand on nous dicte, à côté de moi, j'avais ma cousine de Papara, en 6e, et je la voyais écrire. Elle avait compris peut-être la saisie, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle écrit à la place de ces poids, ouais, de ces points, voilà. Et voilà, des choses comme ça, c'était en 6e. En 5e, c'est notre professeur de mathématiques qui vient avec des points. Alors les points, c'est pareil, avec un accent du Midi très marqué, enfin voilà. Voilà, donc on était confrontés à ça, ouais. Dans la famille, hein, ma jeune sœur qui, moi, pour ne pas faire de faute, je pouvais me taire, mais ma jeune sœur Myrna, elle, qui était beaucoup plus vive, plus délurée que moi, ne se gênait pas pour parler aux Français qui parlaient avec ses mots à elle, qui effectivement n'y comprenaient rien, voilà, ouais. Ça donnait quelque chose comme... parce que devant la maison, il y avait une belle source avec des anguilles, des petits poissons, des chevrettes et tout ça. Donc c'est un peu la curiosité. Nous sommes au bout de l'île, mais les quelques rares visiteurs qui viennent au Paris, parce que c'est un lieu, j'allais dire, sauvage, mythique aussi, historique, parce que c'est là qu'arrivaient les premiers navigateurs. C'était un passage obligatoire, mais qui ne restait pas là. C'était là le premier contact avec l'île. Donc, de temps en temps, il peut y avoir des touristes qu'on amenait en pirogue et ils s'arrêtaient à la maison pour voir cette belle source qu'il y a à l'intérieur. Et ma sœur Myrna qui leur parlait du genre ah ben c'est noir, à moi c'est Oja. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Non. Elle voulait dire ah ben j'ai pu attraper des chevrettes. Parce qu'en fait, tout ce qu'il y avait en disant c'est, ça paraissait français. Hein? Oui, et puis, alors après, elle a mis un C, c'est noir à moi. Moi, c'est français aussi, donc je parle français, je connais quelques mots, oui, oui. Après, maintenant, à savoir comprendre que noir veut dire j'ai attrapé, que oja, ça veut dire chevrette. Bon, il faut savoir réfléchir, faire le lien avec ce qu'il y a dans l'eau et ce qu'elle veut dire, voilà.
voilà, on parlait du petit charabia, quoi, comme ça. Ouais. Oui, donc ça a été, voilà, bon, vous avez mis le point sur le... Et oui, au lycée, au collège, au lycée, ça a été le grand problème, cette question du français. Ouais. Parce que avoir sur ces bulletins des appréciations très dures, très gentilles, mais alors, quelle expression. Ouais. Et on porte ça toute sa vie, hein, et j'ai mon bulletin toujours, oui. Et en fait, à l'université, ça va être la même chose pour pouvoir en sortir d'avoir fait propé philo. C'était un peu compliqué. Même, je vais dire, finalement, même au bac, hein, pour pouvoir passer le bac, il fallait presque apprendre le Castex et Surer par cœur. C'était les livres de... Je ne sais pas si vous avez connu cette collection. Ah ben oui, ouais, voilà. Nous aussi on a sué sur Castex et sur Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Et ben oui, maintenant, pour avoir des phrases construites, eh ben, il fallait apprendre par cœur les phrases françaises, quoi, voilà. Et j'allais dire jusqu'à la fac, pour passer le passage étroit, difficile de la propédeutique, hein, eh bien, là, au bout de la énième fois, il n'y avait qu'une solution, c'est d'apprendre par cœur. Et d'apprendre par cœur des textes, d'apprendre par cœur des tirades. En fait, ça rejoignait finalement la façon d'apprendre à la polynésienne, c'est-à-dire les textes anciens, les poèmes, c'était aussi enregistré. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on peut se promener avec tous les textes en soi. Voilà. Et en ce qui concerne la poésie tahitienne, c'est ce qu'il en est. Voilà. J'ai les textes des anciens, des bribes maintenant parce que j'oublie avec les années, mais voilà, on se promène avec ça. L'insularité, je me suis toujours étonnée que les gens qui viennent d'ailleurs, enfin de France, que parmi eux, il y en ait qui s'y ennuient, voilà, ou bien qui vivent l'enfermement, enfin là. Et moi, pas du tout, je trouvais que bon, c'est peut-être là où nous vivions, parce que nous étions libres, enfin, tout l'espace, toute la nature nous appartenait, il n'y avait pas, les maisons étaient espacées, il n'y avait pas de route, on n'avait que les pirogues qui passaient à moteur ou à rame, des pêcheurs ou voilà, des gens comme ça qui vont récolter plus loin. Donc pour moi, là, il y avait la mer, l'horizon, c'est l'ouverture, ouais. Jamais ça n'a été jamais je n'ai eu le sentiment d'être enfermée, mais au contraire il y a le désir d'aller voir plus loin, toujours plus loin, un peu comme les anciens Polynésiens finalement. Il y a un lieu d'attache, un lieu d'ancrage, mais ça n'empêchait pas que l'on allait voir ailleurs et que l'on se déplaçait, que l'on tissait des liens, qu'on établissait un réseau. Et c'est ce qui fait que c'est un peu ce qui me fait bouger, c'est d'aller toujours vers l'autre, vers l'ailleurs. Ça, c'est ce que, ben voilà, il n'y a pas meilleure définition pour moi de l'insularité que cela. Alors, bon, c'est sûr, on peut parler autour de l'idée d'île et tout ça, d'îles flottantes, parce que de nos îles, on dit, parce que dans la mythologie, nos îles, ce sont des poissons, des gros poissons qui se déplacent, qui fait que les îles, il y a une migration des îles et tout. Bon, oui, ben, je crois que nous restons dans le même domaine, quoi, de choses qui bougent en mouvement et en même temps reste pas fixe mais stable. Enfin, c'est la conscience peut-être de l'instabilité, de la stabilité de la vie. Ouais. Bon, dans une île, on peut se sentir exposé et comme en même temps, quelque part, même s'il n'y a pas d'arrière-pays, il n'y a pas de montagne, enfin, comme sur un continent, d'être en relation avec la nature, enfin de faire corps avec la nature cependant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme... bon, c'est vrai que le fait d'être sur une île,
de ce qui pourrait arriver sur nos côtes. Hein. Il y a aussi cette idée que ce qui vient de l'extérieur peut changer la vie sur Terre. Et bon, c'est le cas, c'est le cas de ce qu'a fait notre histoire, quoi. Enfin, l'histoire de nos ancêtres et donc de nous d'aujourd'hui, avec la rencontre avec l'Occident, hein, l'arrivée des gens qui abordent sur les côtes des îles, donc plus exposées. Mais les gens du Dieu ont mis en place aussi leur façon de se défendre, ouais. Comme partout finalement. Au Paris, battu par les vagues et baignant dans les embruns du large, les amours comme les rêves ont le goût salé des amours païennes. Le vent qui y souffle et vous frappe à la face vous ouvre le regard sur d'autres horizons. Horizons sans limite du présent à venir, horizons sans retour du passé toujours présent. Vers la pointe d'Atiti, entre une mer libérée et ensevelie les tillis des marais, plane encore des anciens le mana et suscite en celui qui y flâne un sentiment d'effroi. Respect atavique des mystères d'autrefois. Et les ouas, à grosses pinces violacées, débordant de leurs coquilles lépreuses de Maoa d'autre temps. Et les ouas, nourriture idéale pour imagination d'enfants, dès la nuit sortent des tamanous centenaires, des pierres effondrées du marais de Ravea. Sont-ils quelques dieux hantant encore ces lieux? Loin d'ici, loin du temps, à Atiti, à Haihitra, rôdent mes souvenirs, souvenirs sacrés que tous les titres de noblesse ou de propriété ne pourront chasser. Les vallées qui souvent, deux par deux, sont creusées et retiennent des oiseaux de rêve et cachent mes rêves d'oiseaux. Des ouaos perchés sous les balises, n'ayant pas encore appris à se méfier de l'homme, les yeux mi-clos me regardent passer. Des itata, deux par deux, se poursuivent plein ciel et se glissent dans le vent, tous mes rêves d'enfant. Vent du large, vent de la terre, vent de la piroguière solitaire. Et ressortent les racines de l'arbre mûrissant. Et souffle le vent qui retourne la terre, retourne mon balancier, et frappe le flux contre le Paris, et le reflux contre ma pirogue. Écrire, on n'aime pas ça, parce qu'on n'aime pas ça, parce que ça fait peur à la fin. Parce que c'est ouvrir une porte taboue dedans soi. On préfère la parole qui raconte des légendes, de la vie et des gens, qui raconte des histoires qui font peur, de Tupapau et de la Dame Blanche. Parce que pour écrire, il faut être as, il faut être popa, français, pour savoir écrire. De plus, ça n'a rien à voir avec le ménage à faire. Écrire, 6 lettres qui n'hésitent pas à s'afficher, avançant seul, buste en avant, traçant, frappant, martelant la route et emplissant l'air de leur rythme. Écrire, c'est notre vie, c'est notre job. Spécialité, condamnation, c'est notre liberté. C'est quelque chose dans nos cordes. Allons enfants, teyemene tomo tomari, afemene temo pepe, no totau aya. Intéressée, impatiente de découvrir, de décrire vos paysages intérieurs. Nous sommes prêtes à toutes vos frasques. Nous acceptons tous les défis de votre imaginaire.
et j'écris. Et moi qui suis encore tissé, que dis-je, étoffé à l'indigène, et comme le tapas frappé de fibres d'oralité, qu'est-ce que je prétends? Écrire, me lignifier, et j'écris, en suivant le fil de l'écorce de mon bois, recherchant le sens de ma fibre, et en même temps explicitant, justifiant, je ne sais pourquoi. Et j'écris, mais je doute de ce que j'écris, comme du bien fondé de l'écriture. À quoi cela sert-il? Cela vaut-il la peine que je dise, que j'écrive? Ai-je à me préoccuper du sens ou de la portée de ce que j'écris? Et j'écris comme je parle, comme je parle comme je pense comme ça vient, et que ça s'écrit. Hi